Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 40. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, comment ça va? Plutôt bien. Écoute, si vous êtes Don Garber, je ne sais pas si ça va super bien parce que vos séries sont extraordinaires ou super mal parce que les deux équipes que tu voulais voir en finale sont pas là. Mais bref, on va avoir l'occasion d'en parler au cours des prochaines minutes parce que ça a vraiment retenu notre attention au cours de la dernière semaine, ces séries dans le circuit Garber. On va aussi parler d'un stade d'Arsenal qui est bruyant finalement. Hein? Tu sais, la fameuse bibliothèque là, où on trouvait que les supporters faisaient pas assez de bruit, se sont assez fait entendre pour créer une réaction chez leur capitaine. Et en fin d'émission, on va répondre, comme c'est notre habitude, aux questions qui nous ont été posées sur Twitter. Mais d'abord, je voudrais avoir vos impressions sur ces matchs. Je pense qu'il faut dire match surprise, là, à moins que vous me disiez que vous aviez parié la maison sur le fait que Seattle batte LAFC par la marque de 3-1 et que Toronto batte Atlanta par la marque de 2-1. Mais tu te situes où dans tout ça, Sid? Je pense que c'est le signe d'une évolution dans la MLS, puisque c'est une surprise de retrouver deux équipes qui, pour la troisième fois en 4 ans, sont en finale de la MLS Cup. Donc c'est quand même crédit à donner au travail qui a été fait du côté d'Atlanta et de LAFC, parce que ce serait tout sauf une surprise de voir ces deux équipes comme Seattle et Toronto en finale. Mais quand même, c'est vrai qu'au vu des deux dernières saisons régulières, puis Atlanta est quand même champion en titre, mais on aurait pu s'attendre à cette espèce de finale entre les deux grosses équipes cool et hype de la ligue, mais c'est pas non plus volé ni si surprenant que ça que Toronto et Seattle, pour des qualités peut-être différentes que celles qu'ils ont amenées en finale et à gagner la coupe il y a 2-3 ans. Donc c'est sur ça on va y revenir. Mais est-ce que c'est pas ce qui est le plus intéressant, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Seattle, là, on comprend ce qui se passe là-bas, mais c'est plus loin de nous dans tous les sens du terme. Toronto, par contre, ben là, c'est le voisin d'à côté, le voisin qui a souvent fait mal à l'Impact, et tu te retrouves dans une situation où c'est pas ce qui a fait les succès de Toronto dans le passé qui a fait les succès de Toronto cette année, parce que là, ça a été la résilience, ça a été la capacité à survivre à l'adversaire qui maîtrise le ballon. Ça a été ça contre New York City en deuxième mi-temps. Ça a été ça aussi pendant de longues périodes contre Toronto. Est-ce que ça, pour toi, ça montre à quel point, Jean, cette équipe-là est bâtie sur des fondations solides? Parce que pendant longtemps, on a résumé ça à Bradley, Altidore, Giovinco, that's it. Yeah. Là, Giovinco n'est plus là. Altidore était blessé. À quelque part, si t'as pas quelque chose de solide, tout devrait s'écrouler. Non, parce qu'il y a, je crois que ce qu'on note, et on va aussi en parler du côté de Seattle, l'expérience. Il y a un vécu de ces matchs-là que tu gagnes, que tu arrives à communiquer à des joueurs qui ne sont pas passés par là, mais il y a Michael Bradley. Que tu le veuilles ou non, ce gars-là, dans un vestiaire, quand ça va être moment, avant d'aller dans le couloir, d'aller sur le terrain, il va être capable de remonter une équipe. Il va être capable de leur dire, les gars, le couteau, là. C'est vrai, mais souviens-toi, il y a 2 ans, moi, ça m'avait tellement marqué parce que je trouvais que ça détonnait avec l'année d'avant. Quand, en 2017, le Toronto FC est sacré champion, la première chose que Michael Bradley a dit dans ses commentaires d'après-match, c'est au cours de cette saison-là, et surtout en série, à chaque fois que je regardais autour de moi dans le vestiaire, j'ai jamais vu de passagers. Et ça m'a tellement marqué parce que le gars sait que c'est un joueur désigné, qui a un statut qui est complètement différent, mais il sait aussi que tu as besoin de ton gars qui gagne 102 000 $ par année. Tu as besoin que ce gars-là, à quelque part, que ce soit en série ou pour t'y rendre, ben, il soit capable de porter un certain fardeau. Pas le même que tes joueurs désignés, mais c'est là où moi, je pense qu'il faut offrir un peu plus de respect et d'admiration au travail d'ensemble, au travail de fond que le Toronto FC a fait. Oui, tout à fait, parce que effectivement, comme tu le rappelles sur l'absence de Giovinco, comme qui reste très 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 symbolique, mais surtout, on ne peut pas dire d'Altidore ou Omar Gonzalez qui sont dans l'effectif et qui n'étaient pas présents. Mais tu veux dire Giovinco pour cette année, son absence? Oui, c'est ça. Mais ça d'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse. Hey,
la vitesse à laquelle on a été capable de gérer ça du côté de Toronto, je veux juste rappeler que ça fait 3 semaines qu'on se demande ce qui se passe avec Nacho Piatti, puis on n'a pas de nouvelles de ça à l'Impact. On va y revenir plus tard parce qu'il y a une question qui nous a été posée là-dessus. Mais on y a trouvé un nouveau club, on y a trouvé un remplaçant et Giovinco est revenu dans le stade pour voir un match cette année. Oui, effectivement. Donc, dans la catégorie, tu as été capable de gérer ça vite et, du moins publiquement, gérer ça bien. Sans trop de vagues. Ben oui. Tu parles 2 semaines et on en a parlé d'ailleurs dans l'émission. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe avec Giovinco? Et puis ça a glissé. Mais le fait qu'on n'en ait pas parlé tant que ça depuis et que ce ne soit pas le sujet de conversation en série en disant ben si tu avais Giovinco, peut-être que tu aurais été capable d'être plus percutant. Ben tu as raison, c'est un symbole fort, ça. Exactement, et puis comme la résilience, comme j'avais noté sur mon petit papier, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, le but de Léon, par exemple, c'est quand même assez significatif, on ne sait pas non plus... On est chanceux pour ces buts-là cette année en série, pour vrai. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le format que je trouvais plutôt discutable en début de série... tu revirais ta veste parce que moi, je te confirme là, que si tu me proposes de faire ça différemment l'année prochaine, je monte aux barricades. Ce sera peut-être pas comme ça. Mais à ce tel niveau de spectacle, c'est difficile de... 49 buts en 12 matchs, c'est impressionnant. Mais je sais, c'est plus que le côté aller-retour, pour moi, offre aussi des scénarios, mais la qualité... Mais c'est lent. La qualité des matchs... c'est comme un sprint. Oui, exactement, comme on dit, hop, on est en finale. mais c'est vrai que par rapport à Toronto, il y a un crédit sur la structure, sur une espèce de culture de la gagne, sur la stabilité, parce que je reviens sur ce qu'on a dit la semaine passée, c'est pas vrai qu'à l'Impact de Montréal, avec la saison qu'ils ont connue l'an passé, le staff et les joueurs clés restent en place. C'est pas vrai que ça se passe comme ça à l'Impact de Montréal. Et donc, c'est important de vous comprendre que voilà, sur une période, sur un cycle de 3 à 4 ans, une équipe qui se donne les moyens, qui a aussi rebondi avec le flop de Jermaine Defoe. Je veux dire, c'est quand même une équipe qui s'est dit, OK, on va investir fort et on va continuer et à mettre des fondations. Ils en ont connu des flops. Et c'est ce que j'allais dire, parce que ça, c'est le côté encourageant. Parce que à quelque part, tu peux être l'Impact de Montréal ou un de ses supporters puis dire, on n'arrivera jamais à ça. Mais il ne faut pas oublier que le Toronto FC, ça va juste bien depuis... C'est juste sur la bonne direction depuis 5 ans. En 2015, quand le TFC se présente ici pour un match de barrage puis se fait rosser 3-0 contre l'Impact, souvenez-vous, Drogba, Bernier qui marque le but puis qui tape sur l'écusson de son maillot, c'était la première fois que le Toronto FC accédait aux séries. Ça faisait une éternité que ça s'en allait nulle part. Il y a eu une reprise en main et c'est là où ça va être intéressant de voir. Avec l'arrivée de Kevin Gilmore il y a près d'1 an maintenant, l'arrivée d'un nouveau directeur sportif en Olivier Renard qui a besoin de temps, c'est clair, mais regarde où le Toronto FC en est rendu en étant fidèle à sa vision puis à ce qu'on voulait faire au début d'un plan, au début d'un projet ou d'une saison. Parce que tu reviens sur Greg Vanney, j'ai recensé les chiffres un peu plus tôt pour cette semaine pour un article. Pas fait les séries l'année passée. Bon, je comprends qu'il était champion en titre, mais quand même, pas fait les séries. Cette année, au mois de mai, tu passes 8 matchs sans gagner, 5 défaites, 3 matchs nuls. À partir de ce moment-là, tu passes 14 semaines en sérieux danger de ne pas faire les séries. Ce gars-là ne serait jamais à la barre à l'Impact. Non, et s'ils ne font pas les séries cette année, là, il y aura certainement eu du questionnement. Mais oui, une capacité à rebondir, à gérer un certain nombre de choses. Et quand on parle de métier, on voit depuis 3 ans une équipe qui est en apprentissage perpétuel. Parce que mets ça en parallèle avec leur parcours en Ligue des Champions CONCACAF. Tu vois que cette équipe-là, et quand tu parles de joueurs moins connus, moins reluisants, qui apportent continuellement leur truc. Rappelle-toi l'année où ils vont en finale CONCACAF. Tout le monde est sorti dans tous les matchs. Hein. Ça a été Osorio un coup, ça a été Moreau, tout le monde a contribué et ça c'était absolument exceptionnel. Alors oui, il y a des contre-coups, effectivement, tu peux passer au travers une fois, tu peux même passer au travers et puis ça s'enchaîne mal après, c'est très difficile, on l'a vu d'ailleurs avec l'Impact, de terminer, par exemple, de perdre une finale comme la finale CONCACAF alors que tu es pas mal placé à un moment.
et de réenchaîner sur une saison, souvent c'est un coup dur. Et mais être capable de rebondir comme ça, waouh. Et la stabilité qui te permet de rebondir, parce qu'à un moment donné, si au bout d'un bond, ben, t'es dehors, il n'y en aura pas beaucoup d'occasions de rebondir, mais ça donne aussi une autorité supplémentaire. Un, avec la durée, mais deux, avec le backing en bon français de la direction pour le coach. Parce que de voir un entraîneur, Greg Vanney, qui a la prestance, puis la confiance de dire à un gars comme Laurent Simon, par exemple, qui a été soit capitaine général, ou tu peux mettre le qualificatif que tu veux dans tous les clubs de MLS où il est passé, l'Impact de Montréal et le LAFC, et là, tu lui dis, tu vas être sur le banc. Tu sais, Laurent Simon, c'est un gars que j'admire beaucoup pour un paquet de qualités qu'il a. Il y a aussi des défauts. C'est un gars assez opiniâtre. Il a une grosse personnalité. C'est pas facile de dire à Laurent Simon, tu vas t'asseoir sur le banc. Comme c'était probablement pas facile non plus de dire à Alejandro Pozuelo, à un moment charnière dans la saison du TFC, l'Impact qui est en visite au BMO Field, Greg Vanney, il dit, tu sais quoi, Pozuelo? Tu es en santé, tu es en forme, tu es disponible pour jouer, mais tu restes sur le banc. Yeah. Exactement, il y a une gestion de l'effectif et que finalement Greg Vanney commence à se transformer en espèce de manager, un peu, on parlait de Wenger d'ailleurs, et qui a vraiment la main mise sur tout son personnel. Et oui, les résultats lui permettent de faire ça. Et puis, mais il n'y en avait pas des résultats. Non, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais c'est plus que les résultats passés et la patience de sa direction. Parce que moi, je pense qu'au bout d'un an et demi, il commence à être loin les résultats passés. Mais je pense que si la direction avait envoyé des signes contradictoires sur le fait de comme fragiliser la position de Vanney, impossible. Tu parles de vestiaire. Exactement, impossible qu'il fasse ça. Et sur ça, au niveau en tout cas de MLSI ou autre, on n'a jamais vraiment, après on n'est peut-être pas aussi proche, mais on n'a jamais senti qu'il était fragilisé sur la sellette. Sur la sellette. Non, c'est vrai, jamais. Maintenant, pour la finale, je vais vous demander, là, parce que ça va évoluer au cours de la prochaine semaine, Seattle à la maison, première finale à domicile de son histoire. Les Sounders qui ont quand même fait les séries à chaque année, depuis leur arrivée dans le circuit Garber. Ça, c'est extraordinaire. Face au Toronto FC qui se déplace, mais qui a battu les champions de l'Est chez eux et les champions en titre chez eux, pendant que Seattle, de l'autre côté, battait les champions du circuit au grand complet du Supporter Shield, le LAFC, chez eux. Qui a l'avantage dans cette rencontre-là? L'avantage Seattle pour moi. Donc, je pense que le Century est quand même un gros avantage pour l'équipe américaine. Mais Atlanta, ça brassait quand même, non, pour Toronto? Toronto, effectivement, a gagné. Le penalty est quand même un gros tournant. L'arrêt de Westberg, à partir de à la 7e minute, c'était une équipe qui à 2-0 aurait complètement, donc comme ça aurait peut-être fini même 5-1. Ouais, mais justement, moi je pense que Toronto va se dire, tu sais quoi, les planètes vont s'occuper de ça. Peut-être. Mais je pense que que c'est comme ça qu'ils sont passés à travers jusqu'à maintenant. C'est vrai, mais c'est sûr que si leur 4-1 s'ajuste pas, toutes les fois on a vu Bradley courir après quelqu'un et finalement, je crois léger avantage à Seattle qui est quand même peut-être un peu plus même de certitude. Ils finissent quand même deuxième dans l'Ouest. Et je pense qu'on peut aussi parler rapidement de la saison de LFC. C'est comme avec le système de série à l'américaine, c'est complètement difficile d'évaluer une saison. Ils passent une saison régulière historique. Puis là maintenant, quel bilan tire sur l'ensemble de l'année? Moi je l'ai dit, il y a 3 matchs à domicile pour gagner la coupe. Ils n'ont pas réussi à le faire. Donc moi je suis plutôt déçu de la part de LFC. Je ne sais pas comment ça va se transformer par rapport à l'an prochain. C'est quand même bien de voir que LFC et Atlanta auront faim pour l'an prochain, donc c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais non, tout ça pour dire que pour moi, Seattle est un peu favori, peut-être avec l'avantage à domicile. Ouais, à domicile. Là aussi, vous êtes en train de m'envoyer en dessous de l'autobus là, parce que ça va être moi le seul qui va être obligé de dire aura l'occasion d'en parler un peu plus juste avant la finale, la semaine prochaine. Mais on parle beaucoup, et à juste titre, nous ici, de Toronto, parce que ça nous percute un peu plus. Mais il faut dire que Seattle, au niveau de la continuité, tu le mentionnais, et au niveau de la gestion générale de l'équipe, c'est un modèle. C'est un modèle. Non, parce qu'ils évoluent dans un contexte c'est quand même très particulier. Non, mais en ce moment, il y a différents modèles, Jean. Puis c'est ça, moi, que j'apprécie.
en ce moment, tu peux pas dire que LAFC est pas... Tu sais, ils sont passés à côté de ce match-là, mais tu peux pas leur reprocher grand-chose sur la saison. Du tout, non. Même chose sur Atlanta. Peut-être le choix de Franck Debord qui fait pas l'unanimité là-bas, mais quand même, quand tu vas chercher un gars avec cette prestance-là, c'est encore difficile de reprocher quoi que ce soit. C'est juste que tu as des équipes qui sont dans le tiers, juste en dessous du tiers de tête. Et il va en avoir d'autres qui vont se joindre à ça parce qu'il y a des poches profondes qui s'en viennent encore avec Miami, entre autres, si on finit par débloquer les histoires de stade et compagnie. Mais si tu travailles sur la durée, comme il faut, avec des gens qui restent en place, avec des joueurs qui restent en place, et que tranquillement, tu arrives à mettre une pierre de plus à l'édifice à chaque année, tu es capable de concurrencer. Oui, il faut que tu dépenses parce que Seattle et Toronto, c'est des équipes qui n'ont pas peur d'investir, mais pas à l'échelle d'Atlanta. Pourtant, c'est ces deux équipes-là qui se retrouvent en finale. Donc, il y a plusieurs modèles d'opération, j'ai l'impression, qui vont se développer à partir de maintenant. Oui, effectivement, sachant qu'il y a quand même des bases et que, vu le système de la Ligue, tu es quand même capable, je pense, de regarder les choses avec une certaine distance. C'est ce que tu sais que tu as une idée de ton budget, tu as une idée à peu près de la masse salariale que tu vas devoir et pouvoir atteindre, et tu es quand même, dans certaines mesures, capable de prévoir tes opérations, disons, avec une certaine... Oui, mais le problème, puis je reviens toujours à l'Impact de Montréal, c'est que tes opérations, si tu les gères aux 6 mois, puis tu ne vois pas ce qui va se passer dans 1 an et demi ou dans 2 ans, c'est là que tu te ramasses dans le trou. Juste un petit mot sur LAFC, parce que je pense que l'an passé, ils sont éliminés par Real Salt Lake, genre, comme si je m'abuse. Ça fait quand même 2 fois qu'ils sont favoris, en tout cas, et qu'ils ne gagnent pas. Et peut-être faire attention à ce stigma qui pourrait arriver d'une équipe qui n'est pas... Tu es déjà en train de raconter la série l'histoire des séries l'année prochaine. Je veux quand même signaler cet aspect que, attention, une étiquette que... Toronto, 10 ans sans faire les séries. La décima. On parlait de ça à l'époque. Mais écoute, moi, le luxe d'arriver à court comme ça en série, on va dire une affaire d'une perspective montréalaise, mon Cid. Je le prendrais avec plaisir. On va changer de perspective maintenant. On se déplace du côté de l'Europe. On veut revenir sur cette scène franchement bizarre la semaine dernière au Emirates Stadium, alors que Crystal Palace était de passage. Palace qui va bien par les temps qui courent. C'est une des surprises avec Leicester qui est 3e. Palace qui va faire 2-2 à Arsenal, et tu as Granit Xhaka qui est capitaine pour l'occasion, qui est hué à sa sortie du terrain et qui décide, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est ce que ça voulait dire, d'envoyer promener les supporters en leur disant, huez encore davantage, faites plus de bruit si vous voulez vraiment m'envoyer une pointe. Après ça, tend l'oreille pour dire, je vous entends pas ou je veux vous entendre encore plus fort. Votre réaction d'abord, avant d'élaborer sur ce dossier-là, votre réaction à ça, c'est quoi? Parce que Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, tout de suite après le match, il n'a même pas pris le temps de dire « Je vous reviendrai lundi, la prochaine fois qu'on se parlera ». Il a tout de suite dit « Il était... he was wrong. Il n'avait pas raison de faire ça. Maintenant, on va se parler. » Vous, votre réaction à chaud, c'était quoi? À chaud, non, il a complètement tort. Il a complètement tort de réagir comme ça. Je pense que ça traduit quand même un certain manque d'humilité de sa part. Ses performances sont vraiment très ordinaires. Et en tant que capitaine, il a une autre responsabilité supplémentaire par rapport aux supporters, par rapport à la communauté. Et je pense que qu'il n'a pas agi comme il aurait dû agir. Ceci étant dit, Granit Xhaka a envoyé un tweet expliquant longuement les raisons un petit peu de ce geste, a parlé des menaces qu'il reçoit régulièrement, des insultes aussi, genre comme qui sont d'une extrême violence de la part de certains supporters d'Arsenal. Et c'est plutôt la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui explique pourquoi il a réagi comme ça. Et face à tout ça, on a beaucoup parlé d'intimidation sur les réseaux sociaux et autres. C'est sûr qu'il y a des
des gestes qui sont, enfin, il y a des décisions qui sont à prendre d'un point de vue du club, d'un point de vue même des Twitter et des Facebook de ce monde, pour que ce forme d'intimidation, parce que je vous invite à aller voir sur le compte d'Arsenal a retweeté d'ailleurs, c'est même pas des excuses, hein, parce qu'il s'excuse pas, et pour moi ça va quand même dans le sens de ce que je disais au début, il s'excuse pas, mais c'est quand même d'une nature vraiment violente et qui ne s'est pas méritée par rapport à, voilà, il a des performances ordinaires, on aimerait peut-être qu'il soit pas numéro 6, ok, très bien, mais ça ne mérite pas ça. Mais en même temps, lui ne doit pas agir comme ça. Lui doit aussi faire un peu preuve d'introspection. Arsenal n'est pas à sa place. On a beau, on peut pas dépenser 80 millions sur PP, genre avoir de tels talents dans l'équipe et être à cette place-là, pardon. Et en tant que capitaine, il doit le comprendre. Et étant conspué, oui, c'est plate, mais c'est pas comme ça qu'il doit réagir. Il y a un lien clair entre l'équipe et son public, et on le voit au fil des années. On le voit vraiment complètement s'étioler, on la voit s'étioler cette relation. J'allais dire, bon, tu ne peux pas avoir l'air de raconter à l'époque, c'était... Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont partis de Highbury, ouais, c'est plus tout à fait le même public. Les attentes sont plus les mêmes. Le lien avec la communauté est complètement différent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus... Mais ça, tu vas me dire, c'est partout, Jean. C'est vrai qu'on a beaucoup plus une relation consommateur-distributeur de produits. C'est sûr qu'au prix où tu payes tes billets pour le Emirates Stadium, moi aussi, je serais consommateur un peu. Et c'est vrai que la réaction est beaucoup plus comme ça. Il y a beaucoup moins cette notion de tissu local. Alors ça, tu veux dire, oui, mais avec des joueurs qui viennent de partout. On va appeler un chat un chat. Là. Tu parles de dans le temps, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais dans le temps, tu n'aurais pas eu de Mesut Özil à Arsenal. Ce gars-là a été signé. Alexis Sanchez, il s'en va. Puis lui, le premier réflexe, c'est pas de dire « Hey, les boys, on va se faire un meeting pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. » Non, non. C'était aller cogner à la porte de la direction pour dire « Moi, je veux une augmentation de salaire. Je veux être le mieux payé. Puis je veux capitaliser sur le départ d'Alexis Sanchez. » C'est ça le leadership que tu cultives à Arsenal depuis des années. Tout à fait. Alors là, c'est sûr. Tu prends un exemple, et on va remonter à un exemple dont on parlait la semaine dernière. Puis avant qu'on nous pose la question, avant qu'on nous pose la question, non, je veux pas Mesut Özil à l'Impact de Montréal en MLS, même s'il s'en vient peut-être éventuellement. Ça va nous être posé dans les prochaines semaines. Excuse-moi, je te coupe, mais je voulais être bien clair là-dessus. Ça m'intéresse pas. Merci. Non, Tony Adams, à l'époque, c'est simple. Le problème, il se réglait à l'interne. Ben oui, il se réglait au pub. Non, on a un problème, on va en discuter, on va prendre une bière ou 6, et puis... Au pub ou au bureau de Paris? C'était les deux places où les gars se rencontraient bien souvent. Un est à côté de l'autre. En général. Tu mets ton sous-verre sur la pinte, puis tu t'en vas mettre ton pari, puis tu reviens, ta pinte est encore là. Et puis si t'es pas content, ma pinte, je la casse sur la tête. mais cette situation est aussi symbolique de la notion de tête de Turc, dans tout le club, on le voit très souvent, et même à l'Impact, à chaque fois, on peut dire, voici les joueurs qui, quoi que ce soit, seront blâmés par rapport à la défaite, par rapport à ce qu'ils parfois même représentent. Est-ce que c'est parfois c'est leur salaire? Est-ce que c'est une relation avec le coach qu'on trouve qui est pas normale à nos yeux? Et c'est vrai que lui, particulièrement, il est pris à partie sur les réseaux sociaux. Il est pris à partie dans le stade. Les gens ne comprennent pas sa titularisation match après match, alors qu'il y a peut-être des raisons qui sont celles de ses performances à l'entraînement, de peut-être comme parfois des équilibres qu'on cherche à avoir sur le terrain et qui font que Emery le met match après match. Et qu'on le voit souvent, comme chez les supporters, de se dire ok, mais nous on met toute notre énergie négative sur un joueur qui est censé être un joueur qu'on supporte, et oui, dans ce cas de figure, il a craqué. Il a craqué. Et c'est un poids qui était vraiment trop difficile à porter. Peut-être aussi, comme que Emery, comme dans sa gestion du joueur, aurait pu le voir, parce que je pense que ça fait quand même longtemps. Et avec le capitanat, je pense que c'est des choses qui auraient dû se prévoir. Il y a des matchs qui n'auraient peut-être pas dû commencer. On aurait dû peut-être essayer comme autre chose, comme je pense que c'est Todero qui est au milieu de terrain. Il y a des choses comme le petit chiffre français, Gendouzi. Il y a des choses qui auraient pu être faites au milieu de terrain. Mais voilà, Emery s'est quand même entêté. Et puis ce que ça fait, ça antagonise. Et les supporters commencent à peut-être se tromper de cible, mais comme se braquent sur un joueur. Et on arrive à des situations comme ça. Parce que, veut pas, quand tu as un entraîneur qui est certain de backer son joueur parce qu'on est convaincu que c'est le gars qui est capable de t'amener à bon port,
ben là, il y a des situations abracadabrantes qu'on a vécues dans le passé, mais que tout le monde a accepté. On pense, puis on s'en parlait en préparation de l'émission. Éric Cantona, à l'époque, Alex Ferguson, c'est fou là, de penser à ce que Ferguson a fait pour d'abord le backer. Il ne l'a pas défendu parce que sauter dans les estrades à Selhurst Park pour aller donner une volée à un partisan, c'est inacceptable. Il y a eu sa suspension, mais après, Ferguson ne l'a pas envoyé en dessous de l'autobus. Il a organisé des matchs à huis clos parce qu'il n'avait pas le droit de participer à des matchs officiels, des matchs à huis clos pour s'assurer qu'il puisse revenir rapidement au jeu. Après, il est revenu, il a reporté le brassard de capitaine, sauf que c'est des joueurs d'exception qui peuvent se permettre ça. Et je suis désolé, mais Granit Xhaka, pas tous les joueurs d'exception, mais quand la structure décide de supporter un joueur qui est vraiment au-dessus du lot, les gens vont se dire, comme Cristiano Ronaldo, les gens vont se dire, ouais, mais le gars, il est vraiment au-dessus du lot. Granit Xhaka, c'est pas le cas. Et je pense que c'est le problème un peu d'Arsenal, c'est qu'on essaie de nous vendre des joueurs corrects pour des grands joueurs de ballon. Puis dans un marché londonien où il y a tellement de compétition, en Premier League où la compétition est tellement forte avec les clubs du Nord qui dominent, ben ça passe pas. Non, c'est vrai. Rappelle-toi que Ferguson, au moment où il soutient Cantona, d'abord, ce que fait Cantona, chacun s'est rien coûté dans la mesure où le coup de pied Cantona, c'est ça fait le tour du monde. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, là, il y a peut-être des plus jeunes, là, il saute littéralement, il se fait expulser, il y a un partisan qui vient sur le bord de la barrière, puis il y avait un accès, dire Selhurst Park, t'es collé dessus, puis Cantona, il va d'un kung fu kick par-dessus la barrière publicitaire, puis il s'en va littéralement battre le partisan, le supporter. Complètement. Et donc, c'était un scandale, en tout cas un choc monumental. Et c'est vrai que la réaction de Ferguson, surtout en Angleterre, pour un joueur étranger en plus, ça a beaucoup surpris. Un joueur étranger et étrange. Et étrange. Peut-être que ça s'annulait. Mais ça ne se faisait pas qu'un entraîneur soit... Et pas sa première... Et donne l'impression de cautionner, parce que c'est ce qu'on lui a dit à Ferguson après. Mais en faisant ça, il a passé du temps, il a passé beaucoup de temps à expliquer ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait à la Ferguson. C'est-à-dire que des fois, il pas dans les termes que je vais utiliser, lâchez-moi avec ça, mais il a clairement dit, OK, ça suffit, là. Je sais très bien ce que je fais, je sais où je vais avec lui. J'ai pas besoin de gérant d'estrade. Non, exact. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de... Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de similaire. Hein. À Cantona ? Ouais. Bah, y a Patrice Evra qui s'est battu avec un supporter à Marseille. Ouais. Puis je regardais un peu comme les sorties un peu hasardeuses. J'avais trouvé. Mais si les deux se battent, là, Cantona, il s'est battu pour vrai, puis l'autre, c'était du sparring. Ouais. C'est pas plus acceptable, là, mais c'était. Non. C'est pas dans la même catégorie. Même si Patrice Evra, c'est à une ère où ça fait le tour des médias sociaux, puis t'es mort. Là. Tu peux pas. Il s'est fait virer il s'est fait vraiment licencier. Rappelle-toi bien, là, c'est un groupe de gars qui envahissent, qui sont sur le terrain, qui vont insulter les joueurs. Il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Et je ne veux certainement pas dire qu'il y a une quelconque excuse derrière ça. Mais c'est effectivement quelque chose d'assez ponctuel. Mais au niveau des insultes, là récemment justement j'avais vu, il y a Belanda à Galatasaray qui est sorti, qui a insulté le public, et ça faut vraiment le faire pour insulter. Et pour ceux qui ont pas vu, vous pouvez aller faire un tour sur Internet, mais le public en Turquie, c'est hors concours. Tu te poses pas la question à savoir est-ce qu'ils sont fâchés contre moi ou pas. C'est un des publics les plus bruyants sur la planète. Et à ce moment-là, pour avoir vu les images, c'est clair là aussi ce qui se passe entre Belanda et le public. Puis ça, c'était une sortie. J'avais aussi trouvé celle de Mido à Cannes 2006 qui a agressé son entraîneur. Donc il est sorti, il n'a pas aimé ça, il a commencé à l'insulter. Puis il s'est relevé du banc et a vraiment voulu se battre avec son entraîneur. Donc il y a donc des sorties catastrophiques. Il y en a quelques-unes assez intéressantes. Je vais vous les mettre sur Twitter. Mais tu fais quoi à partir de maintenant là, si tu es à Arsenal? Parce que là, je comprends. Premièrement, c'est des explications. Comme tu l'as dit, pas des excuses qui ont été offertes par chacun. À un moment donné, tu
as besoin d'un capitaine qui assume un peu plus. Tu peux avoir commis une erreur. Tu sais, on revient sur Cantona, puis on revient sur Patrice Evra. Cantona a purgé une longue suspension. Evra a perdu son emploi. Granit Xhaka, quoi, au prochain match, t'es capitaine encore, puis tu joues? Ça a l'air de ça. Ça marche pas. Non, C'est- non, c'est- ça marche effectivement, pas. Mais quand on parle de l'effectif d'Arsenal, parce que moi je trouve que c'est une anomalie qu'il soit capitaine, mais en même temps j'ai une réflexion j'ai pas mal d'amis qui sont fans d'Arsenal. On met qui capitaine? On regarde Ah, l'effectif. mais il est là ton problème. Et c'est exactement. Mais personne. Mais Non, mais ou, tu sais, fait tourner, on a ça, là. Je fais 50 parallèles par émission avec l'Impact de Montréal, mais il n'y en a pas de capitaine à l'Impact officiellement. C'est Piatti, c'est Piet, c'est Evan Bush. Fais-le tourner. C'est la réalité de ton vestiaire. T'en as pas assez de leadership. T'as pas un gars qui est capable de mener la barque au complet. Fais-le tourner. c'est peut-être la solution. Alors là, tu rentres, waouh, bam, dans l'institution, parce que il y a quelque chose qui existe là-bas, qui est le capitaine Ouais, qui mais c'est était Granit Xhaka, Jean. Je veux dire, c'est plus l'institution que c'est elle. Ah, c'est plus l'institution Non, de cette non, ère. effectivement. Et c'est là où moi, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est les racines du club, à quelque part, que tu veux t'assurer de garder bien ancrées. Mais des fois, là, tu as besoin d'attendre un peu avant de les nourrir, ces racines-là. Et peut-être que tu es dans un moment de... Et c'est le gros problème d'Arsenal, c'est que tu veux la trouver, cette prochaine personne-là, mais quand tu as des chicanes avec Mesut Özil, tu as Alexis Sanchez qui n'est pas content, tu as une défense qui n'est pas rétablie depuis des années, tu as un Granit Xhaka capitaine qui se prend la tête avec le public. Si tu es un joueur important, tu as un joueur avec de la personnalité, tu es ce leader-là que Arsenal cherche, tu pas le goût d'aller jouer là. Non. Puis si t'as le goût d'aller jouer à Londres, comme tu dis, t'as l'embarras du choix. Tu vas ailleurs. Tu vas à Tottenham. Au pire, c'est à côté. Non, mais Chelsea. tous les clubs sont plus intéressants. Actuellement, oui. C'est une incroyable perte de vitesse d'Arsenal. Et encore une fois, on va quand même se dire, depuis qu'ils sont dans cette très jolie boîte, là, je ne vais pas mettre tout sur les Emirates, mais c'est vrai. Mais tu vas y aller pourquoi? Tu vas y aller pour l'argent? Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là que ça coûte cher jouer là, c'est prestigieux Londres. Arsenal, il y a l'historique, tout ça. Tu dis, payez-moi. Mais là, tu y vas pour... Puis il y a surtout le prêt Emirates. C'est comme les 3 ans qui ont précédé le stade, 3 ans de compression pour que quand le gros stade est là, là, il y a du gros budget. Et là, on investit comme vraiment le top 10 européen. T'avais Thierry Henry. Non, mais c'est vrai. Ça camoufle un paquet de trucs. Puis je pense qu'on est dans une situation où je pense qu'avec Wenger, qui fait peut-être l'année de trop, on arrive à des supporters qui maintenant, ils se permettent tout. Peut-être que Wenger part avant, mais reste dans l'entourage du club. On a des situations un peu différentes. Puis là, finalement, on a un club qui va peut-être devenir un peu comme n'importe quel club. Et on peut quand même noter que Manchester United, ça fait depuis Ferguson, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans qu'il est parti. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis le départ d'un très très grand bonhomme. Non, il s'est passé bien des affaires. Il s'est passé des choses. Depuis son départ. Ouais, rien de très très bon. José nous rappellerait qu'ils ont gagné la Ligue Europa. Exactement. Et la Coupe de la Ligue. Voilà. C'est juste avec l'astérix en bas. On va y aller avec les sujets chauds, messieurs. Il y a Adam Nouboud qui nous pose la question suivante. 3e finale en 4 ans pour le Toronto FC. Est-ce que c'est bon pour le soccer canadien ou mauvais d'un point de vue montréalais? En fait, moi, je demanderais si tu es obligé d'être un ou l'autre. Ça peut-tu être les deux? Est-ce que c'est mauvais, en fait, pour Montréal? Est-ce que, par procuration, un succès torontois est un échec montréalais? Non, une excellente question. Bon, pour certains supporters, oui, c'est sûr. Comme ils n'aiment pas se comparer défavorablement à Toronto. Je crois qu'il y a 3... Ces supporters-là sont malheureux, hein? Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a 3 ans, Joe Saputo fait une sortie et mentionne les succès de Toronto. Donc c'est sûr que dans leur radar, ce que fait Toronto... En disant, je ne vais pas dépenser comme ça. Oui, excellent, puisque c'est vrai que finalement, on sait pas c'est quoi le projet, parce que on pourrait, quoique bon, c'est peut-être un peu difficile quand on voit les 4 qui sont en finale MLS. C'est difficile peut-être de penser qu'on peut réussir sans un projet dans lequel on dépense beaucoup. Mais en tout cas, comme Toronto reste dans le radar de l'Impact de Montréal, à quel point aujourd'hui, je le sais pas. Est-ce que des succès de Toronto nuisent à Montréal?
Je pense pas. Je pense que ça prouve on peut gagner et être important même en étant au Canada. Je pense, et chose qui n'était pas certaine il y a 5 ans. Je dirais qu'on pensait vraiment que la MLS était la ligue, genre comme des Américains. Toronto avec 3 clubs invités, mais tant qu'ils font pas de bruit. Toronto a enlevé ce stigma-là. Quand on parle de Bradley qui devrait recevoir un carton jaune, mais le reçoit pas parce que c'est un joueur de Toronto, on dit ah ben c'est cool qu'il y a des complots qui sont pro-canadiens maintenant. Donc c'est ça. Moi je pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Après pour un partisan, ben, voilà, non, il faut être capable de regarder ce que fait Toronto, dire ok, on va essayer de revenir, essayer de rattraper cette distance qui existe entre les deux clubs maintenant. Attention de prendre les bonnes décisions, parce qu'il ne faut pas non plus focaliser puis essayer absolument l'année prochaine on leur rentre dedans et tout. Non, il faut être capable de dire voilà, ils ont fait leur travail sur la durée. Si tu garages l'argent à un projet tout croche, tu vas juste avoir un projet tout croche qui coûte plus cher. Mais tu t'as posé la question comme sur Toronto et sur les succès. Il y a une personne qui t'a répondu 25 millions sur 3 joueurs désignés. Non. Je sais pas que ça, Toronto. C'est pas que ça leur succès. Mais c'est ça en partie. Là. On va pas se mettre la tête dans le sable non plus. Non. Il y a de l'argent d'investi. Mais je reviens à la question du coach. Ben, je te dirais qu'au moment où justement on était vraiment sur ces 25 millions sur 3 joueurs désignés, ben, il y avait Drogba, Piatti et Simon qui étaient comme nos 3 gros joueurs. Et personne à Montréal n'échangeait le trio montréalais pour le trio torontois. Donc c'est pas juste comme le montant d'argent dépensé, c'est sur qui il est dépensé. Et autour. Tu les entoures comment? Avec qui tu les entoures? Et j'inclus le coach. C'est pour ça que je te dis, je reviens à la situation de l'entraîneur. Tu vas chercher un nouveau coach, là. Il faut que tu les gères, ces gars-là. Il faut que tu aies le guts de mettre Alejandro Pozuelo sur le banc pour dire, tu sais quoi, tu ne rencontres pas nos attentes en tant qu'équipe, en tant que staff. Voici ce qu'on te demande. Si tu n'es pas capable de le faire, tu es sur le banc. Voilà. Finalement, ça donne quoi? Ils n'ont pas perdu en 13 matchs depuis ce temps-là. Ben, et puis, oui. Et puis, il y a une gestion du cas, parce que là, on est à la confluence du cap salarial. Discussions. Ben, ça, mais il y a une gestion du cas, parce que Pozuelo, on lui dit, t'es sur le banc, et il s'en va pas. Non, c'est clair. Mais en même temps, il s'en va pas. Content, mais... il y a un chèque qui a de l'allure aussi. Puis lui, il se dit peut-être à ce moment-là, si ça fonctionne pas, le coach va être parti, puis j'aurai plus de problème. Il y en a qui ont déjà fait ça. Attendre un peu de voir si le coach allait partir. Parlant de cap salarial, de partir ou de rester à Toronto, juste une petite note, j'oublie, c'est Stam Stashkal, je pense, qui a sorti cette nouvelle-là. Paul Tenorio aussi un peu plus tôt cette année. Mais là, on y est. Si le Toronto FC gagne la MLS Cup, Michael Bradley est de facto reconduit pour l'an prochain. Un petit 6,5 millions sur le site qui va être offert à Captain America. Tu parles des complots à la faveur de Canadiens, mais c'est quand même Captain America qui est capitaine de cette équipe canadienne-là. On va poursuivre, les gars, justement dans une perspective canadienne. Question de Michael Forcier qui demande « Le Canada peut-il, selon les règlements, ça c'est une parenthèse importante, jouer des matchs amicaux hors des fenêtres internationales et améliorer son sort au classement FIFA, par exemple en janvier, avec des joueurs de MLS? » Parce que là, ce que Michael fait, c'est assez intelligent, merci. Il est en train de se trouver des moyens de se retrouver en meilleure posture encore au mois de juin prochain pour s'assurer que le Canada soit dans le top 6 des équipes de la CONCACAF au classement FIFA. Non. Tu peux jouer des matchs amicaux. Là, Michael va être sur un down toute la fin de semaine à cause de toi. Mais il y a plein de... bon, t'as des arrangements qui peuvent être prévus. Tu as des petits tournois, comme il y a souvent en décembre, janvier, beaucoup de tournois en Japon, en Corée, en Thaïlande, à la King's Cup, etc., qui sont des tournois sur invitation. Ouais. Donc, où des équipes nationales jouent les unes contre les autres, mais qui ne rentreront pas dans le calcul de la FIFA. Dans le calcul des points. Tu peux faire des matchs amicaux, des matchs de préparation. Beaucoup d'équipes scandinaves le faisaient aussi parce que c'était l'époque où les championnats s'arrêtaient très longtemps. Et tu parles de l'Asie, c'est là où les calendriers ne sont pas les mêmes qu'en Europe, par exemple. C'est ça. Donc, il y a des petits tournois qui sont organisés comme ça, mais qui ne vont pas rentrer dans le décompte de points pour la FIFA. Alors, c'est bien pour
faire tourner pour découvrir des joueurs, lancer des joueurs, mais ça n'aura pas d'échéance sur ton classement au mois de juin pour te qualifier. Donc, pour répondre à ta question, Michael, il n'y a pas de passe-droit à trouver ou de faut le faire dans les fenêtres. Exactement. De loophole possible pour le Canada qui va devoir mériter sa position parmi les 6 meilleures équipes de la CONCACAF rendues au mois de juin prochain pour accéder, on le rappelle, à l'hexagonale qui donne accès par la suite à la Coupe du Monde si tu arrives à te qualifier dans le top 3 ou peut-être comme 4e pour un match de barrage. On termine, messieurs, avec la question du staff qui est très simple et à la fois assez complexe, j'ai l'impression. Très hâte d'entendre vos réactions par rapport à ça. Que pensez-vous des infos selon lesquelles le dossier Nacho Piatti serait une tempête dans un verre d'eau? Parce qu'il y a des informations venant de Nicolas Martineau qui affirme que le dossier Nacho Piatti, étant son départ le jour du bilan et le mécontentement ou la confusion qu'il aurait pu avoir autour de cette situation-là, bien, c'en est pas une situation que Piatti a quittée parce qu'il voulait tout simplement pas s'adresser aux médias, pensant qu'on allait revenir sur une saison où tout avait déjà été dit. Ça, il ne tentait pas de jaser et que Piatti va être de retour en 2020 parce que l'Impact a bel et bien l'intention de le ramener l'année prochaine. C'est vraiment pas une tempête dans un verre d'eau. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette lecture. Je continue à penser que c'est inacceptable. Mais ce qui est dit, c'est quand même qu'il n'y a pas de situation. C'est un non-événement. En disant qu'il n'y a pas de situation, il y en a une. En disant que Piatti aurait dû se présenter aux médias, il n'a pas à présumer des questions qui vont lui être posées. Non. On n'a aucune idée de ce que lui il pensait, genre comme du départ de Rémi Garde. On n'a aucune idée de ce qu'il pense de la saison. Je ne sais pas à qui il a dit ses pensées par rapport à tout ça. Donc, puis de toute façon, répondre à des questions auxquelles on a déjà répondu. De toutes les années où Nacho Piatti n'a pas dit grand-chose, c'est cette année, il était blessé toute la saison. Exactement. Donc, il y a beaucoup de questions. Je trouve que son attitude, quelles que soient les raisons, a été inacceptable. Et puis, voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, ensuite, nous dire que finalement, maintenant, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, en termes de communication, on est encore une fois... Ça laisse à désirer. Ouais, on est encore une fois dans le... Non, mais je ne sais pas qui dit ça. C'est nous prendre pour des valises. Là. C'est carrément nous prendre pour des valises. Parce que si c'est Nacho Piatti qui n'avait pas envie de répondre aux questions dans un bilan, qu'est-ce que tu fais avec le brassard de capitaine? Non. T'es-tu le shérif en ville? Tu te parques dans le stationnement de Joey Saputo? C'est pas toi qui décides. Il y a un bilan. Tu es un des leaders, sinon le leader de cette équipe-là. Tu te pointes, tu réponds aux questions, surtout dans une année où tu n'as à peu près pas parlé aux médias parce que tu étais blessé. Ça, c'était pas de ta faute, mais là, au moins, tu as la responsabilité, l'opportunité et la responsabilité de te présenter pour répondre aux questions. De l'autre côté, s'il n'y a pas de problème avec Nacho Piatti, c'est certain qu'il revient en 2020. Tu quelqu'un qui peut nous expliquer pourquoi on n'a pas encore annoncé que l'option elle a été exercée? Exactement. Mais c'est là où moi, cette info-là qui sort, et je la remets pas en question, l'info en tant que telle, c'est le fait qu'on essaye de nous faire croire ça. Pour moi, c'est pire encore que ce qui est arrivé le jour du bilan et tout ce qui n'est pas arrivé depuis, en l'occurrence, communiqué. Parce qu'on a entendu 0 commentaire d'une part comme de l'autre, Piatti ou le club depuis ce temps-là. Mais ça, c'est prendre les supporters pour des valises, non? Je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais ça m'énerve plus que les deux autres affaires mises ensemble. Le bilan, puis ce qui ne s'est pas passé depuis. Non, c'est sûr. Et je rajouterais même que de ne pas venir avec la responsabilité que tu as, c'est un geste extrêmement égoïste par rapport à tes partenaires. Tu veux dire les coéquipiers? Ouais. Parce qu'eux, ils vont être sur la sellette. Eux, ils vont se faire ramasser. Evan Bush, ça ne tentait-tu de répondre aux questions, lui? Exactement. Lui, et il en a pris quand même. Ben oui. Puis Evan Bush est dans une position précaire, lui aussi. Pas parce que contractuellement, on se demande ce qui va se passer. Il y a un contrat pour les 2 prochaines années. Mais ça va-tu être ici? Ça ne s'est pas bien passé. Tu as Clément Diop qui est là aussi, qui veut prendre sa place. Et là, ce serait, oh, non, tu sais quoi, on a tout dit ce qu'on avait à dire. Mais on fait un bilan, pourquoi de bord? Et puis, t'as le brassard, je sais pas, mais on vient à notre discussion là. Tu acceptes ce qui va avec. Et accepter ce qui va avec, c'est prendre, être devant. Être devant et dire, voilà, j'ai mes potes à côté de moi. Je suis là. C'est moi qui devrais être en partie le porte-parole. C'est moi qui vais devoir ramasser une bonne partie de ce que vous allez m'envoyer.
Mais c'est comme ça, c'est pas simplement... Non, c'est Samuel Piette à 150 000 qui fait ça toute l'année. Exactement. Voilà. Non, mais exactement. Et puis qui ne se serait pas du tout défilé s'il n'y avait pas la fenêtre internationale et qui était convoqué avec le Canada. Donc on a une situation qui est ridicule, qui est ridicule, puisque si c'était vraiment ça, le club aurait communiqué genre, comme dès le lendemain ou même dans l'heure qui suit au sujet de Piatti. Et c'est pas la situation dans laquelle on est véritablement. Écoute, on en saura peut-être un peu plus. Sid, je te lance la question que je t'ai pas lancée depuis trop longtemps. Et reviens-tu l'année prochaine, Nacho Piatti, oui ou non? On va finir là-dessus, là. Là, tu mets en the spot. Puis Je te mets en the spot. T'es pas en the spot, c'est confirmé. Il revient. Oui, il va être ben, là en écoute, 2020. bon, C'est une tempête dans un verre d'eau. Non, moi, Il n'y a pas de situation. moi, On s'est juste pas compris. Je peux te couper la parole. C'est comme ça jusqu'à demain matin. je reste sur mes positions. Piatti sera là l'an prochain. Voilà. Donc je reste sur cette position-là. Maintenant, ça veut pas Après dire... tout ça, tu gardes cette position-là. Tu penses qu'on va revenir et tout va être correct? Je dis pas que tout va être correct quand il va revenir, mais je... Hey, c'est pire que c'était cet été. C'est vrai, où j'ai dit qu'il restait. Puis à ce moment-là, moi, je t'envoyais en dessous de l'autobus, C'est vrai. sans aucun complexe. Je te disais que tu étais fou allié. Non, mais puis... Là, il va revenir, puis on va dire non, il s'est rien passé. Hey, te rappelles-tu de la fois qu'on disait qu'il s'était rien passé parce que Drogba était avec Abramovich dans les estrades à Stamford Bridge? Effectivement, oui. C'est pas mal ça qu'on lui disait. Non, il s'est rien passé. Ils sont juste en train de marcher ensemble, puis c'est des amis. Ouais, c'est ça. C'est des amis. Ils font juste parler Alors, des vacances l'année prochaine quand sur même, le yacht. on oublie dans la discussion, il y a quand même un facteur aussi. Oh boy. Quoi? Ah, ben, il va, paraît-il, un nouvel entraîneur. Et quel dans la discussion, dans de savoir ce qui va se passer, mine de rien. Oui, c'est vrai, parce qu'entre-temps, depuis Mine de le rien. dernier podcast, Oumir Cabrera... Non, mais je reviens. Mais super pertinent. Puis c'est pour ça que moi, j'hallucine avec cette info-là. Parce que s'il y a un nouvel entraîneur, c'est tout à fait légitime qu'il y ait la possibilité de choisir oui ou non. Mais y est-tu nommé, ce nouvel entraîneur-là? Comment on peut déjà dire c'est sûr qu'il est de retour en 2020? Lui, ce coach-là, avant même d'avoir signé un contrat ou avant même d'être présenté à la presse puis aux supporters montréalais, il a dit exerce l'option. Si c'est un Européen, il doit même pas savoir c'est quoi une option format MLS. Écoute, T'es moins sûr, hein? Non. T'es moins sûr, ça. C'est pas certain qu'il va Il est revenir. certain que le Hey, dossier... Est-ce que une question qui m'a été posée cette semaine, les gars, puis je vais vous la poser en terminant très sérieusement. Est-ce que tu règles le dossier coach ou Piatti en premier? La logique voudrait coach. La logique voudrait coach. Parce que oui, c'est au coach de déterminer. Mais en même Puis temps, si je t'oblige à enlever ton mot logique à cette phrase-là, il se passe quoi dans la réalité? c'est que c'est le dossier Piatti qui sera réglé avant le dossier du coach. Oh, ça, tu me surprends. Jean, d'accord avec ça ou pas? Ben, je suis pas mal d'accord avec Sid là-dessus. Alors gars, que je te dis, la priorité, ça devrait être le coach. Nacho parce que... Piatti réglé avant le coach, puis le Toronto FC qui se fait battre en finale de MLS Cup la semaine prochaine. On n'est pas d'accord. Je pense qu'on va finir sur ce désaccord-là parce qu'on n'a plus de temps. Messieurs, merci. Toujours un grand plaisir. Merci à vous d'avoir posé vos questions tout au long de la semaine. Continuez à le faire sur Twitter avec le hashtag LDSF et continuez à consommer le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.